Mercredi 19 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, ce n'est pas uniquement sous le mandat du président Anjrazouel que cette pierre précieuse est conservée à Mboutsrouitch, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Milavunzi Philobert. Selon lui, cette pierre de 300 kg était déjà présente dans les lieux en tant que patrimoine et n'a jamais été caché. Concernant le projet de loi des finances initiales 2026, il a été indiqué que la question de l'eau n'est pas une priorité pour le gouvernement actuel, alors que c'est précisément ce sujet qui a déclenché la récente mobilisation populaire, comme l'a rappelé ce député. Natera Koutouma Nzaranjiansou. La présidence de la refondation de la République a annoncé hier la prétendue découverte d'une pierre précieuse de 300 kg dans le palais d'Mboutsrouitch. Le régime actuel méconnaît-il l'histoire ou feint-il de ne pas la connaître? Jusqu'où ira cette volonté d'accuser le précédent gouvernement de tous les maux, alors qu'il s'agit d'un patrimoine officiellement conservé dans le palais et non d'un objet dissimulé? Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé aujourd'hui que le président Anjrazouel n'était pas le seul chef d'État à la tête du pays, alors que cette pierre était à Mboutsrouitch. Il n'y a également aucune raison de l'accuser d'avoir détourné ou caché cette pierre. D'après les sources, cette pierre précieuse, considérée comme un patrimoine, est conservée dans le palais depuis 2009. Pour en revenir à l'Assemblée nationale, les députés examinent actuellement le projet de loi de finances. Toutefois, l'opposition souligne que la question de l'eau n'est pas une priorité, car le budget alloué a été réduit alors que celui de l'énergie a augmenté. Pourtant, l'eau était au cœur des récents mouvements populaires. Pour rappel, l'Assemblée nationale tient actuellement sa 2e session ordinaire pour l'année 2025. Et toujours en politique, ce qui est en cours actuellement n'est pas une politique d'austérité, mais bien une réforme orientée vers des intérêts particuliers. Telle est l'avis exprimé aujourd'hui par le groupe IRMAR à travers le chef de l'opposition de l'Assemblée nationale, Milavunzi Philobert. Concernant la décision de la Haute Cour constitutionnelle d'accorder aux 4 hauts conseillers de la présidence les mêmes avantages que ceux de chef d'État. Selon lui, il s'agit d'un simple partage de gâteau et il est difficile de mesurer le patriotisme évoqué par les dirigeants, alors même que le Premier ministre a déclaré que l'État est en proie à des difficultés financières. Toujours un reportage de Natera Koutoumaf et de Nzara Ranjiansou. La HCC a rendu hier une décision concernant la saisine du président de la refondation sur le statut des 4 conseillers qui l'accompagnent dans la gestion de l'État. Selon la décision, la requête est recevable et la HCC a tranché. Les 4 conseillers seront placés au même rang que le président de la République au sein de la refondation de la République. Concrètement, Madagascar compte désormais 5 présidents, de fait, même si les 4 colonels portent officiellement le titre de haut conseiller. Pour le groupe politique IRMAR, aujourd'hui dans l'opposition, bien que la décision de la HCC ne puisse être contestée, elle ne reflète pas la volonté d'austérité annoncée par le gouvernement actuel. Concernant toujours la HCC et le régime actuel, le chef de l'opposition a lancé un appel pour le retour à leurs fonctions parlementaires des 3 députés, anciens ministres, conformément au texte en vigueur. Si la stabilité est réellement l'objectif, le président de l'Assemblée nationale devrait accepter leur réintégration, a-t-il martelé. Sont concernés la députée élue à Fenerançu, Marie-Michel Saoundjar Malal, la députée élue à Nousvark, Voulamiran Timaradona et la députée de Voïbat, Oleri Razafnzatu. Jusqu'à présent, ces députés n'ont pas toujours repris leurs fonctions, malgré les démarches qu'elles ont entreprises auprès de l'Assemblée nationale et de la HCC. Avec cette décision de la HCC, nul doute que les dépenses vont augmenter et que la politique d'austérité annoncée lors de l'entrée en fonction de ce régime ne sera pas respectée. L'État aurait-il réellement les moyens d'une telle décision? Un édito de Jean-Claude Ndjamalal. Alors que le président de la refondation de la République bénéficiait déjà sans restriction de tous les droits accordés au président de la République, il est désormais établi que les 4 hauts conseillers de la refondation perçoivent également un salaire, des droits et des avantages équivalents à ceux du chef de l'État, selon la décision publiée hier par la Haute Cour constitutionnelle. Une décision qui fait suite à la requête déposée par le président de la refondation de la République auprès de la HCC. Ainsi, seule la fonction distingue désormais les 5 officiers siégeant au palais, car en matière d'avantages, ils sont logés à la même enseigne et bénéficient des mêmes privilèges. Pourtant,
Depuis le début, le régime actuel n'a cessé d'affirmer qu'ils instaureraient une politique d'austérité et s'efforceraient de réduire les dépenses autant que possible dans tous les domaines. Or, la décision publiée hier par la HCC vient de confirmer que les dépenses du palais vont, au contraire, connaître une hausse notable. Madagascar est certes en pleine transformation, mais ce changement n'est visiblement pas celui que la population, mobilisée sur la place publique, attendait réellement. Cette augmentation des dépenses avait d'ailleurs déjà été pressentie lors de la publication de l'organigramme de la présidence de la refondation. Reste à savoir ce qu'en dira la génération Gen Z. En économie, demain marquera officiellement l'ouverture de la campagne de Lecce dans la région d'Atsnanan. Les principales destinations de ces fruits rouges pour cette année seront l'Europe, Dubaï et Mayotte. Les détails. Pour cette année, Madagascar prévoit d'exporter 16 000 tonnes de litchi, dont 15 000 tonnes pour l'Europe, 1 400 tonnes pour Dubaï et 240 tonnes pour Mayotte. Selon les précisions du groupement des exportateurs de litchi, la qualité cette année est en hausse et l'organisation administrative a été renforcée. De ce fait, les acteurs du secteur affichent un optimisme prudent. Pour rappel, la filière litchi emploie directement ou indirectement plus de 100 000 personnes et génère près de 30 millions d'euros dans la caisse de l'État. La saison débutera officiellement demain dans la région d'Atsnanan. Et puis, Madagascar Airlines a fait une déclaration officielle aujourd'hui concernant des réformes au sein de sa gestion. Selon les précisions apportées par la compagnie aérienne, l'affaire judiciaire impliquant un responsable actuellement mis en cause ne concerne pas la compagnie. Pour plus de détails. Pour garantir la continuité des activités et la stabilité au sein de Madagascar Airlines, certaines modifications ont été apportées dans la gestion par le conseil d'administration. Cela inclut la nomination d'un directeur coordonnateur conformément aux normes nationales et internationales en matière de transport aérien, ainsi que le renforcement de la direction collégiale, une structure déjà mise en place pour assurer une meilleure communication et un pilotage stratégique et opérationnel cohérent selon la déclaration. Ces mesures ont été prises en respectant les exigences strictes qui encadrent le secteur du transport aérien afin de garantir la continuité des services et le bon fonctionnement de la compagnie, précise le communiqué. Toutes les décisions relatives au vol restent inchangées et se poursuivent normalement. Le programme des vols, les mesures de sécurité ainsi que le suivi de la maintenance respectent également les normes en vigueur, précise toujours la déclaration. Il est également souligné dans le communiqué que l'affaire judiciaire en cours ne concerne pas la compagnie. Madagascar Airlines affirme toutefois qu'elle respecte l'indépendance de la justice et le principe de la présomption d'innocence. Dans les actualités également, un homme est décédé ce matin à Kasn, sur la route de la francophonie, aux environs 4 heures du matin, après avoir été percuté par une voiture. Le conducteur responsable de l'accident a pris la fuite. Les habitants, révoltés par ce nouveau drame, ont brûlé des pneus en plein milieu de la route et ont réclamé le rétablissement des ralentisseurs sur cette route. Les détails. Colère matinale des habitants d'Akasn et d'Akazumang aujourd'hui. Une colère qui s'est traduite par des incendies de pneus et des barrages routiers. Un homme est en effet décédé sur le coup à la suite d'un accident de circulation survenu vers 4 heures du matin. Selon les riverains, ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit sur cette route de la francophonie depuis qu'on y a enlevé les casseurs de vitesse. Les habitants ont ainsi réclamé le rétablissement des ralentisseurs. Les forces de l'ordre de la CUI Tsaralalan ainsi que la police nationale sont arrivées sur place, mais ont été repoussées par la foule. Pour rappel, la présence des ralentisseurs sur cet axe avait entraîné d'importants embouteillages sur la digue à Kazumang et Makiandutapenak. C'est ce qui avait poussé la commune urbaine d'Antananarivo à les enlever en début septembre. En éducation, la tension est montée d'un cran entre les enseignants et éducateurs au sujet de la destitution ou non du chef ZAP de la commune d'Ambouizouki. Les cours ont été suspendus hier dans les écoles publiques de la localité. Une réunion à huis clos a été organisée pour laquelle une délégation de la Cisco d'Assimjan est venue pour tenter une médiation.
Par ailleurs, du jamais vu, un enseignant de l'EPP d'Ambouizouk a réclamé un ordre de mission aux journalistes venus couvrir l'événement, une situation totalement inédite. Jean-Claude Ndjamalal. C'est une première à Madagascar qu'un journaliste convoqué pour couvrir un événement se voit réclamer un ordre de mission, comme ce fut le cas hier à l'EPP Ambouizouk. Le journaliste n'est pas venu de lui-même, mais a été appelé par une partie des associations d'enseignants et d'éducateurs pour médiatiser des informations sur le maintien ou non du chef ZAP en poste dans la commune d'Ambouizouk. La réunion à huis clos a duré environ 5 heures et a rassemblé enseignants et éducateurs des écoles publiques et privées. Les représentants de la Cisco d'Atsimjan étaient présents. L'un des sujets les plus sensibles et qui a enflammé les débats concernait le chef ZAP. Certains ont affirmé que celui-ci abusait de son pouvoir et n'était pas compétent, tandis que d'autres ont soutenu qu'il accomplissait correctement son travail en appliquant les règlements en vigueur et qu'il n'y avait donc aucune raison de créer des tensions. L'atmosphère s'est rapidement échauffée parmi les participants et les représentants de la Cisco Atsimjan ont tenté d'apaiser la situation. Ces derniers ont expliqué, lors d'un entretien avec le journaliste, que de nombreux enseignants et éducateurs ne maîtrisent pas les lois encadrant leurs fonctions, ce qui conduit à des demandes injustifiées de destitution des responsables. Ils ont rappelé que c'est la loi qui nomme un responsable et que c'est la loi également qui doit encadrer sa destitution. Avant toute décision, des preuves concrètes doivent démontrer que le chef ZAP n'a pas rempli ses obligations et celui-ci a aussi le droit de se défendre et de présenter ses explications. Aucun accord n'a été trouvé au terme de la réunion qui s'est donc terminée sans conclusion. Au moment où les journalistes effectuaient leur travail, un responsable de l'EPP d'Ambouizouk s'en est violemment pris aux enseignants ayant fait appel à la presse, exigeant un ordre de mission du journaliste. Que ce soit dans les ministères, au palais ou même dans les institutions militaires, jamais un journaliste exerçant son métier n'a été sommé de présenter un ordre de mission. S'il s'était agi de demander la carte presse, cela aurait été un droit légitime d'un citoyen. Faut-il alors comprendre que cet enseignant ignore totalement le fonctionnement du métier de journaliste, ou bien était-il simplement furieux après une réunion tendue, laissant éclater sa colère sans réfléchir ? Quoi qu'il en soit, au vu du comportement du responsable de l'EPP d'Ambouizouk Atsimjan, on peut se demander quel avenir prépare-t-on pour les enfants malagasy. En effet, ce qui s'était passé hier n'était pas seulement honteux, mais salissait également l'image des enseignants et éducateurs. Côté sport, l'Africa Cup de basket 3 contre 3 se tiendra dans nos murs du 5 au 7 décembre prochain. Une compétition qui comptera pour la qualification aux Jeux Olympiques de 2028. Madagascar, champion en titre dans les catégories masculines et féminines lors de la dernière édition, entend bien conserver ses couronnes selon le président de la Fédération malagasy du basket. Radraman Zatouf sur les images de Nzaranjansu. Au total, 14 équipes participeront dans la catégorie masculine, tandis que 10 équipes prendront part dans la catégorie féminine. Les 8 joueurs sélectionnés chez les hommes ont été présentés aujourd'hui, de même que les 8 joueuses de la catégorie féminine. Parmi ces joueurs seront choisis les membres des équipes nationales qui formeront les Inkwai. En plus de ces basketteurs locaux, plusieurs joueurs évoluant à l'étranger font également partie des présélections. Le président de la fédération a toutefois précisé que tous les joueurs, qu'ils viennent du pays ou de l'extérieur, devront passer par les mêmes critères de suivi et de sélection. Lors de cet événement, l'emblème de l'Africa Cup 2025 a été dévoilé officiellement. La Fédération malagasy de basket peut compter sur ses partenaires habituels pour la bonne tenue de cette grande compétition organisée à Madagascar. Dans les actualités internationales, en accueillant Mohammed Ben Salman aux États-Unis, Donald Trump a offert une spectaculaire réhabilitation diplomatique au prince héritier saoudien. Le président américain a notamment défendu avec vigueur MBS au sujet du journaliste Jamal Khashoggi, dont l'assassinat avait été ordonné par le dirigeant du royaume wahhabite, selon la CIA. France 24.
Je dirais qu'il a fallu aller les chercher sur cette question parce qu'il n'y serait pas allé tout seul. 7 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, on s'en souvient tous, le dossier reste un marqueur éthique absolument majeur, même si son poids politique s'est totalement effondré, il faut le dire. Pourtant, les services américains avaient bien conclu en 2021 que Mohammed Ben Salman avait validé l'opération, ce que Riyad nie toujours, c'est gratuit. Mais dans le contexte du rapprochement accéléré entre Washington et Riyad, l'affaire est désormais totalement mise sous le tapis. Donald Trump affirme même publiquement que le prince n'en savait rien, je cite, en rupture totale donc avec les conclusions de ses propres services de renseignement. En fait, il privilégie évidemment et très clairement les priorités stratégiques et économiques. En réalité, le dossier Khashoggi reste dans le paysage, mais il ne freine plus du tout, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'agenda commun qui est prioritaire évidemment. Et puis la Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit du mardi à mercredi 19 novembre, tuant au moins 9 personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, et endommageant les infrastructures énergétiques et de transport, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. France 24. J'ai posé la question ici à Kharkiv sur l'un des sites qui a été frappé cette nuit aux gens qui participent aux opérations de nettoyage ou juste qui étaient là en train de regarder les dégâts. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a raison d'espérer que cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan et Steve Witkoff peut aboutir à un cessez-le-feu? Certains m'ont dit qu'ils ne voulaient jamais cesser d'espérer, qu'ils étaient tellement fatigués, ils avaient tellement envie qu'il y ait un cessez-le-feu qu'ils voulaient absolument espérer. Mais d'autres m'ont dit qu'ils ne voyaient absolument aucune raison de penser que l'attitude de Vladimir Poutine aurait changé, sauf si peut-être que les Russes pensent que maintenant que l'Ukraine perd un peu plus de terrain sur le champ de bataille, ils seraient plus prêts à faire des concessions et à accéder aux demandes des Russes. C'est peut-être cela qui a été le contenu des discussions entre Steve Witkoff et le représentant russe Kirill Dmitriev, qui ont apparemment eu des longues discussions en Floride quant à l'élaboration d'un plan de paix pour l'Ukraine. Mais je pense que le sens en Ukraine, c'est si c'est les Américains qui vont essayer de présenter un plan de paix que les Ukrainiens devraient accepter, eh bien les Ukrainiens ne l'accepteront pas parce que leur position n'a pas changé non plus. Ils ne pensent pas que faire des concessions à Vladimir Poutine, céder des pans de territoire où l'armée russe n'a même pas mis les pieds, pourrait aboutir à un paix durable. Ils pensent que Vladimir Poutine veut contrôler toute l'Ukraine et qu'il ne faut pas jouer à ce jeu, même quand la situation est extrêmement difficile, même quand clairement les Ukrainiens ont peur de ce que cet hiver va amener parce que ces frappes nocturnes deviennent de plus en plus fréquentes. Une frappe israélienne a touché un camp de réfugiés palestiniens à Saïda, dans le sud du Liban. Les secours font état de dizaines de morts et de nombreux blessés. Un bilan amené à évoluer. C'est la deuxième fois depuis le 7 octobre 2023 que le camp d'Ain el-Eloué est directement touché par l'armée israélienne. Ce camp abritant plusieurs factions palestiniennes, dont des groupes affiliés au Hamas. France 24. Ces frappes israéliennes ont touché en plein cœur le camp palestinien de Ain el-Haloué, c'est à Saïda dans le sud du Liban. Les premières équipes de secours parlent d'une dizaine de morts et de nombreux blessés. Un bilan donc encore provisoire. Une voiture a été touchée à l'entrée d'une mosquée du camp. Vous savez, l'Agence nationale d'information, elle, rapporte qu'un second impact aurait visé la mosquée elle-même ainsi qu'un centre adjacent donc à la mosquée. C'est la seconde fois depuis le 7 octobre 2023 que le camp de Ain el-Haloué, qui est le plus grand camp palestinien du Liban, est donc directement frappé par l'armée israélienne. Ce camp abrite plusieurs factions palestiniennes, dont de nombreux groupes affiliés au Hamas, implantés de longue date à Ain el-Haloué. Et eh bien, tous ces groupes refusent pour l'heure de remettre leurs armes au gouvernement libanais dans le cadre d'un plan global de désarmement. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que des membres du Hamas sont touchés au Liban. Des frappes israéliennes ont déjà visé des responsables du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth et dans plusieurs localités du pays depuis le 7 octobre 2023.
Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.